Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la grande édition du soir. Voici les titres. Sénégal, Équateur, c'est mardi prochain. Un match décisif pour les Lions qui doivent impérativement gagner pour décrocher leur ticket en huitième de finale. À 48 heures de la rencontre de 12e Gaïndé se dit confiant. Les supporters ont fait une prestation à Doha devant de nombreux admirateurs. Ambiance à suivre dans ce journal. Meilleure prise en charge des Dara, le chef de l'État préside ce lundi à Diamniadio une large concertation avec les acteurs. En prélude à la rencontre, le ministre de l'Éducation nationale a fait le tour de quelques familles religieuses. Babacar Samb, inspecteur des Dara, est l'invité de ce 20h. Comme tous les dimanches, votre grand format santé reprend ses droits et fait immersion ce soir à l'hôpital pour enfants Albert Royer. De l'accueil à la consultation, tout sur la prise en charge des enfants malades. Bienvenue à tous. Qatar 2022, le Sénégal joue un match décisif mardi prochain face à l'Équateur. Les supporters du 12e Gaïndé sont déjà dans le match. Ils sont confiants et ne pensent qu'à la victoire. Ils l'ont fait savoir hier soir. Ils ont fait justement hier soir une prestation à Doha devant de nombreux admirateurs, en majorité des supporters des autres pays participant à la Coupe du Monde. Une ambiance décrite sur place par nos envoyés spéciaux, Ousmane Sissé, Pape Laïfaï et Ibrahim Mboupa. Ambiance bon enfant avec le 12e Gaïndé à Soukwakif. Des supporters infatigables, toujours aux couleurs nationales. Quelques médias venus d'autres pays n'ont pas voulu rater le rendez-vous. Une belle tribune pour un 12e Gaïndé débordant d'énergie devant les objectifs des caméras. La Coupe du Monde, c'est une diversité culturelle. Vous savez, toutes les nations se regroupent à la Coupe du Monde. Ce n'est pas facile de faire partie de cette compétition. Si Dieu a fait qu'on est là, ce qu'on doit faire, c'est montrer ce qui est pour le Sénégal par nos images, par le 12e Gaïndé. Ce qu'il incarne, c'est pas non seulement d'aller au stade, supporter et galvaniser, mais c'est aussi vendre la destination du Sénégal. Chant, danse, un beau spectacle comme savent bien le faire ces supporters habitués aux grandes compétitions internationales. La prestation est une sorte de répétition générale avant le match de mardi face à l'Équateur. Le 12e Gaïndé est là, il pousse toujours l'équipe vers la victoire. Sur les grandeurs, on tape très fort pour pousser l'équipe vers la victoire. Sénégal, Tchakao Tchakanam. Pour les membres du 12e Gaïndé, un seul mot d'ordre, gagner, gagner pour continuer l'aventure. Nous allons vers un match important et c'est notre première finale. Ce ne sont pas les supporters qui feront le job, mais les joueurs. Nous sommes à fond derrière eux. Les joueurs doivent tout faire pour aller au deuxième tour. Un match capital. Mais vous savez, c'est 11 dans le terrain. Les joueurs, qu'ils mouillent le maillot, qu'ils savent que 17 millions de Sénégalais sont derrière eux. Vraiment, qu'ils mouillent encore le maillot. C'est ça mon appel que je lance à l'endroit des joueurs. Il faudra qu'on gagne. Parce qu'on ne va pas attendre le match de l'autre côté. Il faudra qu'on joue, qu'on gagne. À Soukwakif, le 12e Gaïndé a tenu en haleine le public pendant plus d'une heure. Une occasion pour certains supporters de se mettre au diapason des sonorités sénégalaises. En direct de Doha, nous retrouvons Ibrahim Mboup sur place. Ibrahima, bonsoir. On l'a vu tout à l'heure dans votre reportage, les supporters ont déjà démarré leur match. Ils ont presque tout dit, la victoire, rien que la victoire mardi prochain. Bonsoir Anne-Marie, ils ont raison. Seule la victoire va compter mardi devant l'Équateur, puisque tout autre résultat éliminera le Sénégal. Pour la première fois, les Lions se retrouvent dans une telle configuration en phase de poule de la Coupe du Monde. Pour les deux précédentes participations du Sénégal, il fallait tout simplement avoir un match nul pour se qualifier en huitième de finale. Mais cette fois-ci, il faut impérativement gagner. C'est le mot d'ordre du côté des supporters et certainement aussi le mot d'ordre du côté des joueurs. Et le soutien de ces supporters
sera très important face à l'Équateur. Vous le savez, les supporters sud-américains se déplacent en masse pour venir assister au match de la Coupe du Monde. Et dans les gradins, il y aura un autre match entre Sénégalais et Équatoriens. L'enjeu ne se trouve pas seulement sur la pelouse, mais aussi en tribune mardi prochain. Quel a été le programme des Lions ce dimanche? Cet après-midi, les Lions se sont entraînés à huis clos, un huis clos total. Les journalistes n'ont pas pu assister à la séance. Donc les Lions étaient seuls dans leur camp de base pour mettre en place leur schéma de jeu. Pour le coach, c'était l'occasion de faire la mise en place tactique. On a eu à voir quelques photos sur les plateformes digitales de la Fédération sénégalaise de football. Il y avait beaucoup de sourires, des Lions décontractés, concentrés sur leur sujet. Tout le groupe a participé à la séance d'après les échos que nous avons eus, à l'exception de Cheikhou Kouyaté, toujours blessé, et qui certainement sera encore forfait pour le match de mardi face à l'Équateur. Ibrahim Mboup, demain, veille de match, qu'est-ce qui est prévu dans l'agenda de l'équipe nationale? Demain déjà, à partir de 13h15 locales, il y aura la traditionnelle conférence de presse de veille de match. Aliou Cissé fera face aux journalistes. Il sera accompagné par un de ses joueurs. Lors du premier match, c'était Krépin Diatta. Et le deuxième match, il était accompagné par son capitaine Kalidou Koulibaly. Et demain, on saura lequel de ces joueurs va accompagner Cissé en conférence de presse. Après la conférence de presse dans l'après-midi, à 16h locale, dans le cadre basé Lyon, il y aura la traditionnelle séance d'entraînement de veille de match. Et seulement les 15 minutes seront ouvertes pour la presse. Voilà, Ibrahim Mboup, merci pour toutes ces informations. Ibrahim Mboup en direct de Doha. À noter, dans la poule F, le Maroc s'est imposé face à la Belgique, 2-0. Avec cette victoire, l'équipe se relance en attendant d'affronter le Canada pour gagner une place en 8e de finale. La suite à présent du marathon budgétaire, le budget du ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi au titre de l'exercice 2023 est voté à la majorité face aux députés. Le ministre Pape Malick Ndour a décliné sa feuille de route. Il affiche ainsi ses ambitions au profit de la jeunesse, notamment les réponses à apporter à la question de l'emploi. Abdouad. Le budget du ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi est arrêté à 30,5 milliards pour l'année 2023, un bond de 7 milliards par rapport à l'exercice précédent. Voté à la majorité, le budget est articulé autour de 5 axes, avec plus de 70% affectés au programme de la promotion économique des jeunes et à celui du développement de l'emploi. Pendant 5 heures de débat, le vote du budget a suscité beaucoup de réactions de la part des parlementaires. La question de l'employabilité des jeunes est souvent revenue dans les interventions des députés, avec notamment la construction et la rénovation d'espaces jeunes, comme les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté et des CEDEPS. Prenant la parole, le ministre a salué l'intérêt que les députés portent à la jeunesse et au développement de l'entrepreneuriat. Sur la question de l'emploi des jeunes, le ministre de la Jeunesse annonce la tenue d'un nouveau conseil présidentiel après celui de 2021 pour évaluer le programme Xëyu Ndaw ñi. Ceci dans le but de définir de nouvelles orientations. La question des motos Jakarta est revenue dans les discussions et le ministre de rappeler le rôle important de ce type de transport dans l'employabilité des jeunes. Son ambition est d'offrir à ces conducteurs de vélo-taxi la même réussite que les compagnies internationales de livraison. Le ministre Pape Malick Ndour rappelle également que ces emplois ne souffrent d'aucune discrimination. Sur cet aspect, il rappelle que ces emplois sont territorialisés avec comme point de départ les sous-préfectures. Le ministre a apporté des réponses aux parlementaires sur le retard du domaine d'activité communautaire de Djombato, une contrainte liée au foncier et à l'origine de ce retard, et le ministre de promettre le démarrage avant la fin de l'année. Avec le vote du budget, l'Assemblée dote le département de la jeunesse les moyens de ses ambitions. Demain, le chef de l'État rencontre la communauté des Dara, une rencontre nationale qui verra la participation de délégations des 14 régions du Sénégal, des associations nationales des maîtres coraniques, des familles religieuses, des mécènes et de plusieurs personnalités religieuses. Ce sera en direct sur la RTS et sur l'ensemble de ces chaînes régionales ainsi que les supports et plateformes digitaux prises d'antenne 10h au Triangle Sud.
En prélude justement à ces concertations, le ministre de l'Éducation nationale a fait le tour de quelques familles religieuses pour la réussite de l'événement. Suivons ce reportage de Massamba Diane. Le docteur Cheikh Oumarane, à la tête d'une forte délégation du ministère de l'Éducation nationale, a été reçu par le calife de la famille omarienne, Thierno Bassirou Tall. Auparavant, il s'est rendu au domicile du calife de Médina Gounass, Thierno Amadou Ba. Des visites d'information et de partage pour recueillir les avis des différentes familles religieuses du pays sur la rencontre entre le chef de l'État et les acteurs des Dara prévue ce lundi 28 novembre. Autre étape de la visite Touba, un accueil chaleureux du calife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. À ses côtés, le porte-parole du jour, Serigne Badawi Mbacké Falilou. Le ministre Cheikh Oumar Anne expose l'objectif de cette rencontre avec la communauté des Dara et à laquelle le chef de l'État accorde beaucoup d'importance. Les familles religieuses de Tivaouane, la famille Layène, ont tous marqué leur adhésion à cette noble initiative. Ils ont salué la démarche inclusive et participative du ministre de l'Éducation nationale. Ils ont également prié pour un bon déroulement de l'événement qui devrait être sanctionné par des décisions fortes au profit de l'islam. Massamba Diane, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Babacar Samb, inspecteur des Dara. Bonsoir, monsieur Samb. Bonsoir, Anne. Le chef de l'État donc préside demain à une large concertation sur la prise en charge des Dara. Qu'est-ce qui justifie à cette rencontre, monsieur Samb? Merci, Anne, pour l'invitation. Comme vous l'avez bien dit, il s'agit d'une rencontre nationale entre le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, et la communauté des Dara, qui aura lieu demain, lundi 28, au CICAD, Centre international Abdou Diouf à Diamniadio. La rencontre verra la participation de 1500 participants venant de toutes les régions du Sénégal. Ça va permettre à M. le président de la République de partager, échanger, recueillir les avis des Borom Dara, les acteurs des Dara, sur la situation des Dara au niveau national, et recueillir les avis et opinions, peut-être échanger, identifier les difficultés et voir comment apporter des solutions durables par rapport à la situation des Dara au Sénégal. Vous l'avez dit tantôt, le chef de l'État s'est donc lancé depuis quelques années dans la modernisation de l'enseignement coranique. Où en est-on actuellement? Effectivement, nous sommes bien dans la mise en œuvre. Comme vous l'avez dit, peut-être avec la définition de la politique de modernisation des Dara, le chef de l'État a investi des sommes importantes dans la politique de modernisation des Dara. Comme vous le savez tous, il s'agit des projets que nous appelons des mesures et des instruments de mise en œuvre à travers nos différents projets. Je veux nommer le PAMOT, projet qui a construit 64 Dara, dont 32 Dara non publics, appuyés les familles religieuses et les maîtres coraniques, et 32 Dara publics, dont 20 sont fonctionnels depuis l'année passée. L'État du Sénégal a mis des moyens colossaux pour construire, équiper et mettre un personnel fonctionnel pour donner l'enseignement gratuitement aux enfants sénégalais dont les parents optent pour une autre offre éducative, je veux dire l'enseignement coranique au Sénégal. Allez-y. Et sur le plan qualité, encore, nous avons élaboré et validé un curriculum Dara moderne, un programme pédagogique qui prend l'enfant à l'âge de 5 à 6 ans pour un cursus de 8 ans, dont la première étape est constituée de 3 années consacrée exclusivement à l'apprentissage du Coran. La deuxième étape est une étape transitoire pour terminer la deuxième partie du Coran et surtout installer les rudiments en enseignement français, c'est-à-dire le programme CI, CEP, CE1 en enseignement arabe et enseignement français. La troisième étape, qui est la dernière étape, est consacrée à la mémorisation du Coran pour ceux qui n'ont pas encore mémorisé pendant les 2 premières étapes et terminer le programme de C2, CM1 et CM2. Donc le profil de sortie, c'est de permettre aux enfants d'intégrer l'enseignement classique si les parents le veulent, et sinon intégrer les écoles franco-arabes ou les collèges spéciaux. C'est une forme d'éducation pour l'approfondissement des connaissances religieuses au Sénégal. C'est ça le profil de sortie de ces enfants. Donc ça, c'est le programme pédagogique. Et par rapport aux infrastructures, l'État du Sénégal a construit 99 Dara dans la première phase du PAKEB et 64 Dara dans la première phase du PAMOT. Et présentement, 14 Dara préscolaires sont en cours de construction. Et nous avons travaillé avec les Dara préscolaires. 66 Dara ont été enrôlés
et présentement sont appuyés sur le plan financier, encadrement pédagogique. Et dans les perspectives, nous avons enrôlé encore 600 nouveaux hôtes d'art dans le cadre du PAPS, un nouveau projet qui va voir le jour d'ici quelques temps. Globalement, beaucoup d'efforts sont consentis dans ce domaine. Et quels sont les obstacles à la généralisation de cette option? Donc, je pense que pour la première phase, nous avons déjà généralisé, mais peut-être au niveau national, peut-être on a démarré avec un projet pilote. Comme vous le savez, dans des démarches scientifiques, il est un peu difficile de commencer par une large peut-être diffusion, mais en tout cas, nous avons déjà mené un projet pilote. L'évaluation a été faite, les résultats ont été probants. Je pense que maintenant, on est prêt à passer à l'échelle, Inch'Allah. En termes d'effectifs et de statistiques, combien y a-t-il de Dara au Sénégal, M. Samb? Bon, ça, c'est là où nous avons des difficultés parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore réalisé une cartographie exhaustive. Mais il y a des données partielles, ça et là. Le dernier recensement réalisé au niveau de Dakar, c'était en 2016. Nous avons eu quelque chose de 1006 Dara au niveau de Dakar, seulement à la région. Et présentement, nous avons contracté avec un cabinet pour réaliser une cartographie nationale pour les Dara au Sénégal. Je pense que le contrat est en train de... On est en train de dérouler cette étude-là. Je pense que bientôt, nous avons disposé d'une citation de référence, une cartographie nationale exhaustive pour avoir des données fiables pour les Dara au Sénégal. Des initiatives de modernisation des Dara sont souvent portées par le privé. Ont-ils le soutien de l'État? Oui, il y a le soutien de l'État parce que c'est vrai, les promoteurs privés ont fait beaucoup d'efforts. Parce que ce qu'il ne faudrait pas peut-être oublier, c'est que la politique de modernisation Dara n'est pas l'apanage de l'État. C'est les privés qui ont démarré et l'État vient peut-être en aide. C'est ça, c'est-à-dire la réalité de l'apport de l'État au niveau des Dara. Mais présentement, nous sommes en train de travailler avec les Dara privés. Il y a beaucoup de Dara privés appuyés par l'État du Sénégal. Nos projets-là, le projet de PACEP, on avait enrôlé 527 Dara. C'est tous des Dara privés appuyés en termes de cantines scolaires, en termes de formation pédagogique, en termes de peut-être CGD, comité de gestion des Dara, avec beaucoup d'implication de la communauté de base. Donc pour dire que vraiment, il y a un appui de l'État, mais le chemin reste à faire, il y a beaucoup de chemin qui reste à faire. Peut-être avec le nouveau projet-là, en vue, je veux nommer le PAPS, on va élargir l'assiette pour toucher plusieurs de Sénégalais qui optent pour l'enseignement coranique et l'éducation religieuse au Sénégal. Espérez-vous, d'ici un temps court, arriver à normer ce secteur? Je le pense bien, parce que présentement, vraiment, ce sont les acteurs qui demandent de réaliser un cadre réglementaire pour les Dara. Comme vous le savez, Anne, je pense qu'il est difficile de gérer un sous-secteur sans avoir un cadre réglementaire. Je pense qu'avec le projet de loi qu'on avait initié, partagé, même qui avait fait l'objet d'un partage national et une validation, je dirais une validation sociale, vraiment, tous les acteurs étaient d'accord pour que le projet de loi soit adopté à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est ça l'idée. Maintenant, nous sommes en train de voir comment peut-être actualiser ce dossier-là pour passer à l'Assemblée nationale pour adopter ce dossier-là. Mais ce semble, au-delà de la maîtrise du Coran, ne devrait-on pas aller vers la formation professionnelle de ces Dara? C'est l'une des options. Parce que, comme je dis tantôt, le profil de sortie des sortants des Dara, c'est peut-être après la mémorisation, intégrer l'enseignement classique, entre guillemets, comme on appelle l'enseignement français, ou les franco-arabes, ou peut-être les collèges spéciaux. Mais il y a une autre option qui consiste à offrir aux enfants sortant de tous les âges une formation professionnelle. Je pense que je me rappelle très bien, on avait déjà préparé une feuille de route avec le ministère de l'enseignement professionnel pour voir comment avoir un dispositif de formation pour les grands talibés qui sortent des Dara, pour qu'ils puissent peut-être intégrer la vie active. Voilà, merci beaucoup, M. Samb. Je rappelle que vous êtes inspecteur des Dara. Vous étiez là donc pour nous parler d'une large concertation demain sur la prise en charge des Dara, une rencontre qui sera présidée par le chef de l'État. Merci beaucoup, Anne. 30 pupilles adolescentes à l'école de l'éducation au numérique. Elles ont bénéficié hier d'un atelier de sensibilisation sur la question. Cette deuxième édition rentre dans le cadre des séjours d'activisme sur les violences faites aux femmes et aux filles du 25 novembre au 10 décembre 2022. Mamadou Sakine, Damsila. Face aux risques et dangers liés à la mauvaise utilisation des outils numériques,
L'Office national des pupilles de la nation engage la sensibilisation. Ce cadre d'échange et de partage vise à vous renforcer davantage et à vous donner les éléments nécessaires pour relever les défis qui se posent à votre génération, à savoir l'utilisation optimale de tous les avantages qu'offrent les technologies de l'information. Tous nos enfants sont au contact avec le numérique, aussi bien à la télé, sur les smartphones, sur les tablettes. Et cette interaction avec l'Internet et les nouvelles technologies fait qu'il est vrai qu'il peut y avoir de belles sources de connaissances qui peuvent y avoir, mais également il y a beaucoup de dangers. Ces dangers sur Internet ont pour nom la stigmatisation, la sexualité, le cyberharcèlement, entre autres. Cet expert est là pour enseigner aux jeunes filles les bonnes pratiques à adopter. L'idée, c'est de leur montrer qu'il n'est pas toujours simple d'être sur Facebook, simplement pour parler, ou TikTok, faire des vidéos et autres, mais qu'on peut utiliser cette technologie à des fins utiles, c'est-à-dire étudier, faire des classes virtuelles, mais surtout créer un contenu. Conscientes des risques liés à Internet, les participantes estiment que la tenue de cette activité leur permettra d'adopter une meilleure conduite. Cet atelier vient à son heure si l'on sait que beaucoup de nos camarades font face à de nombreuses situations de violence dans la sphère numérique. Harcèlement, menaces, insultes, atteinte à la vie privée. Elles sont 30 pupilles adolescentes à bénéficier de cette formation. Il s'agit des enfants mineurs des personnes victimes d'accidents graves ou de catastrophes, des enfants des personnels des forces armées décédés en mission, entre autres. Aujourd'hui, ils sont pris en charge par l'État du Sénégal. La journée de l'éducation de la jeune fille a été célébrée en présence du ministère de l'Éducation nationale pour l'édition 2022. Les participants ont mis l'accent justement sur l'éducation des filles handicapées et leur maintien dans le système scolaire. Compte rendu Ndaï Kumbadiaï. 2 panels axés sur l'éducation inclusive et les obstacles à l'éducation des filles en milieu scolaire ont été organisés à l'occasion de la célébration de la journée de l'éducation des jeunes filles. Une problématique qui entre en droite ligne des priorités du ministère de l'Éducation nationale. Ce ministère a commencé à mener depuis un peu longtemps une véritable politique d'inclusion en matière d'éducation. Et j'en veux pour preuve des projets comme le PAEF, le projet d'appui à l'éducation des filles, le PAEF+, le PASEP, qui est donc un projet d'appui au système éducatif de base, qui a construit 50 établissements inclusifs dans les régions de Kolda, Sédhiou, Kaolack et Kaffrine. Et aujourd'hui, le projet que je pilote, le projet Faire l'école, favoriser l'inclusion et la réussite à l'école. Il faut aussi une politique de sensibilisation au niveau des parents. Il y a des parents qui pensent qu'un enfant aveugle ne peut pas aller à l'école. Ou bien un enfant sourd-muet ne peut pas. Il faut aller à l'intérieur du pays pour comprendre que c'est une question de mentalité. Parfois, c'est une question d'ignorance. Alors que si une bonne sensibilisation est faite, et c'est une bonne part du projet Faire l'école, donc la sensibilisation au niveau communautaire, mais à travers des structures comme les APE, à travers les Badjanougor, les AME. Donc ce sont des structures, les associations aussi de personnes handicapées, qui peuvent porter le projet à un niveau insoupçonné parce qu'étant en contact direct avec les cibles concernées. L'éducation constitue un élément fondamental pour l'accès à l'autonomie. C'est un enjeu majeur de développement. Sans la formation des femmes et l'éducation des filles, nous ne pouvons pas vraiment atteindre ce résultat. C'est pour cela que FAWE fait en sorte de promouvoir ces filles-là à travers leur accès, leur maintien, mais également à travers le développement de leurs performances en milieu scolaire. Mais nous nous intéressons à toutes les filles, sans distinction, aux filles à mobilité réduite, aux filles handicapées d'une manière générale, quel que soit le degré d'handicap. Concernant l'accès et le maintien des filles handicapées dans les établissements scolaires, les participants n'ont pas manqué de souligner qu'il reste des progrès à faire. La réussite au Sénégal, on peut dire que c'est le résultat de l'éducation. Quand vous n'accédez pas à l'éducation pour pouvoir trouver un emploi,
ça peut devenir un problème. Donc, c'est un problème au niveau de l'éducation parce que le système éducatif ne peut pas accueillir les personnes handicapées. Nous sommes en train d'avoir quelques acquis, mais je pense que ça reste beaucoup de choses aussi à faire. Pour accueillir les personnes handicapées, il y a Fawi qui nous parle de maintien des enfants handicapés à l'école. Nous, on a un problème d'accès. Avant de maintenir la personne handicapée, la jeune fille handicapée, il faut au moins le préparer avec l'accessibilité, avec les aménagements raisonnables pour les faire au moins inclure dans les écoles. À l'occasion de cette journée, des plaidoyers ont été faits. Les objectifs ont été clairement définis. Le ministère de l'Éducation nationale est en train de finaliser le document de politique inclusive qui va institutionnaliser l'éducation inclusive dans les écoles. L'enrôlement de 18 000 élèves et la formation de 6 000 acteurs communautaires pour la prise en charge pédagogique des enfants en situation de handicap sont prévus. Économie sociale et solidaire, vecteur d'inclusion sociale des terroirs, c'est le thème de la quinzaine nationale de l'économie sociale et solidaire. Il vient d'être lancé à Ziguinchor à travers un forum. Le ministre Victorine Ndeye a annoncé aux acteurs la disponibilité de financement d'ici la fin de l'année. Sur place, nous retrouvons Abdoulaye Sengaré. C'est dans une ambiance décontractée que le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire est accueilli à Ziguinchor. À travers les échanges, Victorine Ndeye a pu mettre le doigt sur les préoccupations des acteurs. Retenu les différentes interventions des acteurs de l'ESS, c'est un meilleur renforcement de capacité, un accompagnement du ministère et une structuration aussi des différentes chaînes de valeur pour pouvoir les accompagner à mieux capter tout le potentiel de la région dans le cadre de l'accompagnement des filières, dans l'approche bien entendu chaîne de valeur, des filières anacarde, agroforesterie, la mangue et d'autres filières notamment. Ce forum est aussi l'occasion pour la tutelle de réitérer son accompagnement auprès des acteurs. Des financements seront d'ailleurs disponibles avant la fin de l'année. L'objectif fixé, c'est que tout ce qui a été dit puisse être opérationnalisé avant la fin du mois de décembre, pour que les premiers financements dans ce sens puissent être octroyés. Parce que le financement, nous en avons tous convenu, c'est en bout de chaîne. Il ne s'agit plus aujourd'hui, nous sommes dans un changement de paradigme, il ne s'agit plus de venir donner de petits financements, mais d'accompagner aussi les acteurs en les capacitant et de manière à pouvoir capter le meilleur en fait, du potentiel qui existe. Pour une plus grande inclusion, le ministère compte travailler main dans la main avec les collectivités locales. Le travail se fera avec les différentes collectivités territoriales, puisque rien qu'à voir le thème de ce forum, nous parlons de développement économique et social des terroirs et dans les terroirs. Donc rien ne peut se faire sans les collectivités territoriales. Cette exposition des femmes transformatrices est l'un des moments forts de cette journée qui marque le début de la quinzaine nationale de l'économie sociale et solidaire. Déjà, 1 milliard déboursé par l'État du Sénégal pour financer les acteurs de l'économie sociale et solidaire des régions de Tambacounda et Kédougou. L'annonce a été faite par le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire qui a visité le Sénégal oriental. Victorine Ndeye s'est rendue à Goudiri et à Kidira où nous retrouvons Tchorodia. Après la partie sud, le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire s'est rendu dans le Sénégal oriental. Première étape de la visite à Tambacounda, le département de Goudiri. Ici, Victorine Ndeye a échangé avec Opa Sissoko, le directeur de l'Experna. Cette entreprise s'active dans la transformation des produits agricoles, bissap, moringa, bouillie, entre autres. Cette usine s'est spécialisée dans la production bio. Vous allez développer votre chiffre d'affaires sur l'huile de baobab, l'huile de bissap, toutes les huiles, toutes les déclinaisons que nous avons vues ici. Mais il faudrait en amont avoir un dispositif de collecte, un dispositif quand même qui soit aussi aux normes puisque vous êtes par ailleurs dans le bio. Donc encourager ces initiatives, toutes ces initiatives, ces très belles initiatives, portées, orientées, développement du terroir
Et le redire ici, sachez pouvoir compter sur le ministère d'appui technique, d'appui financier et surtout de portage politique. Nous ne pouvons que le faire parce que, au-delà de votre chiffre d'affaires, vous travaillez, vous êtes en collaboration avec des groupements de jeunes et de femmes. Donc, qui vous accompagne toute la chaîne qui est derrière. Après Goudiri, cap sur Kidira, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont reçu la bonne nouvelle. 1 milliard pour financer des activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes. Ce que nous pouvons annoncer ici, c'est qu'une ligne de 1 milliard sera mise à votre disposition, à la disposition de la région de Tamba et Kédougou pour accompagner. Mais vraiment accompagner les acteurs de manière à ce qu'ils puissent tirer le meilleur profit du potentiel déjà qui existe. Nous avons 2 programmes dans le ministère, la microfinance et l'économie sociale et solidaire. Mais il n'est pas question que ces programmes aillent en solo. Il nous faut pouvoir synchroniser ces 2 programmes-là pour avoir beaucoup plus d'impact sur le vécu des populations et au niveau aussi macro, pour que chaque Sénégalais, là où il est, puisse vraiment de manière la plus rentable possible pouvoir tirer profit de son activité. À Kidira, le ministre de l'économie sociale et solidaire s'est également rendu dans les périmètres maraîchers du GIE d'Iboli Fulbe. Ces femmes vont bénéficier de financement pour booster leurs activités. Demain, le chef de l'État rencontre la communauté des Dara, une rencontre nationale qui verra la participation de délégations des 14 régions du Sénégal, des associations nationales, des maîtres coraniques, des familles religieuses, des mécènes et de plusieurs personnalités religieuses. Ce sera donc en direct sur la RTS et sur l'ensemble de ces chaînes régionales ainsi que les supports et plateformes digitaux prises d'antenne 10h au Triangle Sud. En santé, les maladies non transmissibles sont à l'origine de près de la moitié des décès dans notre pays. Elles sont en progression et nécessitent une vigilance accrue. Voilà pourquoi les autorités sanitaires ont organisé un colloque autour de ces affections qui constituent un véritable fardeau. Plus de détails avec Oumar Diaw. 3 jours et différents acteurs pour toucher du doigt les maladies non transmissibles. Celles-ci viennent s'ajouter aux pathologies infectieuses avec lesquelles on n'a pas fini. Le Sénégal fait face aujourd'hui au double fardeau que constituent les maladies transmissibles, mais également et surtout les maladies non transmissibles. Le double fardeau caractérise la transition épidémiologique que traverse le Sénégal. De façon simple, quelles maladies sont considérées comme non transmissibles? Les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, les affections respiratoires chroniques, la maladie rénale chronique, les affections bucco-dentaires, les maladies mentales, la drépanocytose, l'hémophilie, les maladies systémiques, les traumatismes et les violences. L'éventail est finalement large et certaines de ces maladies constituent une importante cause de mortalité. Les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé parlent de 74% des décès liés aux maladies non transmissibles. Et dans notre cher pays, 45% de la mortalité est liée à ces maladies non transmissibles. Il existe depuis mars 2022 une alliance nationale contre les maladies non transmissibles au Sénégal. À ce colloque, des personnels de santé du niveau central et des régions, des associations de malades, la société civile et des sociétés savantes, tous ensemble. Nous devons tous agir dès maintenant de façon urgente et efficace pour améliorer la santé de nos compatriotes en maintenant les acquis obtenus dans le domaine des maladies non transmissibles, mais aussi en maîtrisant la propagation rapide de ces maladies. La santé n'étant pas ici une simple finalité, mais plutôt un intrant, une condition pour l'émergence. Les maladies non transmissibles sont coûteuses et nécessitent des traitements au long cours. Leurs facteurs de risque sont à peu près identiques. Par conséquent, miser sur la prévention et le diagnostic précoce constitue un choix bénéfique.
Nous en arrivons à votre grand format santé qui s'intéresse ce soir aux spécificités d'un hôpital pédiatrique. Une immersion dans plusieurs services de l'hôpital pour enfants Albert Royer a permis d'avoir une idée sur le caractère pluridisciplinaire de la prise en charge de la tranche 0-15 ans, de l'accueil à la consultation en passant par la prise en charge des constantes psychologiques. Tout est déterminant pour un suivi correct des enfants malades. Le grand format santé avec Khalidou Bey au Mobaldé. Un hôpital dans un hôpital. Albert Royer, niché au cœur de l'hôpital de Fann, est une structure à part entière dédiée exclusivement aux spécialités pédiatriques. Cet hôpital pour enfants accueille en moyenne 300 patients par jour. Ils suivent un circuit bien établi qui commence par ici. L'agent d'accueil, c'est la vitrine de l'hôpital. Il nous faut de très bons agents. Savoir recevoir le patient. Parce qu'en général, quand le patient vient, il est un peu perdu. Donc quand le patient arrive, recevons-le comme il le faut. Essayons de le rassurer sur place avant qu'il n'arrive même chez le médecin. Parce que là se fait la majeure partie du boulot. Nous recevons des gens de partout, du fin fond monde du Sénégal. Donc nous les aidons. Et nous parlons aussi le wolof, le français. Souvent quand ça cale un peu, je me rapproche des agents ici, des collaborateurs de travail qui comprennent un peu le peul, le toucouleur, le sérère parfois. Hein? Et avec ça, nous arrivons à remplir les fiches d'information médicale que vous voyez ici. Le prénom et le nom de l'enfant, la date de naissance ou l'âge, comme je vous le disais, le nom du papa, la profession du père, le nom de la maman, la profession aussi de la maman, l'adresse et les coordonnées téléphoniques, des coordonnées joignables en cas d'urgence. Parce que souvent, après les fiches d'information, le patient est orienté vers le pédiatre. C'est la consultation générale. Et c'est après la consultation générale, selon les analyses qui sont souvent projetées, les analyses ou les examens à faire, les radios, après les résultats, c'est là que le généraliste les oriente, selon la pathologie, au service demandé. La qualité de l'accueil, c'est ce que les usagers mentionnent d'ailleurs en premier. Vraiment, l'accueil est correct. Rien à dire. De la porte d'entrée à la consultation, nous sommes bien accueillis. De plus, l'hôpital fonctionne à tout moment. L'accueil et l'orientation marquent la première étape de la prise en charge. Après ces formalités, place au diagnostic proprement dit. L'âge et le poids de l'enfant sont déterminants avant toute prescription médicale. En pédiatrie, nous avons différentes catégories d'âge. Ça va du nouveau-né à 15 ans, voire parfois au-delà, et avec vraiment des différences sur le plan de la physiologie, sur le plan des mensurations, sur le plan des constantes. Et on doit s'adapter à chaque enfant pour sa prise en charge. Donc, par exemple, si on prend la prescription des médicaments, chaque enfant doit avoir un calcul de ses doses, de ses prescriptions en fonction de son poids, en fonction de sa taille. Et donc, ça fait vraiment une prise en charge qui doit être calquée, adaptée à chaque enfant en fonction de ces différents paramètres. Et donc, du coup, même le matériel qui va être utilisé, les consommables qui vont être utilisés, les perfusions, tout ça doit être un peu adapté à l'âge et aux spécificités physiologiques de l'enfant. Une prise en charge particulière pour des êtres tout aussi particuliers, les enfants étant en croissance, une approche pluridisciplinaire qui demande plus de patience et d'humanisme est nécessaire. Il faut aimer les enfants pour pouvoir faire la pédiatrie. Il faut de la patience. Il faut de la patience parce qu'il faut d'abord calmer l'enfant. Il faut que l'enfant n'ait pas peur. Donc, si vous le sortez de son environnement, vous l'amenez dans un environnement où les gens sont en blouse, c'est différent de la maison. Donc, c'est normal qu'ils aient peur. Il faut beaucoup de patience, il faut de la tolérance. Et comme vous le dites, beaucoup d'humanisme pour pouvoir faire ce métier, je pense. C'est la médecine en général, mais la pédiatrie en particulier. Nous avons des journées rythmées par la prise en charge des malades hospitalisés,
par la prise en charge des malades qui viennent en consultation. Il y en a aussi qui vont venir en consultation et qui n'ont pas de rendez-vous, mais qui ont une urgence parce que leur enfant a décompensé. Ils viennent ici et on les prend en charge. Mais la satisfaction, c'est d'avoir un parent qui vous dise merci, mon enfant va mieux. Face à la forte demande, parfois dans des spécialités pointues, la direction de l'hôpital Albert Royer s'évertue à renforcer constamment le dispositif de prise en charge. Ainsi, de nouveaux services voient le jour. L'hôpital a ouvert de nouvelles spécialités. Nous avons maintenant la pédiatrie, la neuropsychiatrie pédiatrique est devenue une réalité à Albert Royer avec leur équipe, les psychologues, l'orthophoniste, mais aussi nous avons commencé la chirurgie de l'ophtalmologie. Vous avez visité aujourd'hui un service qui s'occupe d'une pathologie chronique qui est l'asthme. Et Inch'Allah, d'ici le mois prochain, nous allons recevoir par l'intermédiaire d'un de nos partenaires un appareil qui sera une première au Sénégal. Parce que cet appareil va nous permettre de dépister l'asthme à très bas âge avec des explorations fonctionnelles, juste pour améliorer l'offre de soins et pour améliorer aussi la qualité des soins. Parce que nous sommes toujours dans une dynamique d'amélioration continue. Nous ne dirons pas que tout existe à Albert Royer et tout est clinique à Albert Royer, mais chaque jour, nous essaierons de poser un acte qui va dans le sens d'améliorer la qualité des soins. Le renforcement des capacités d'accueil et de diagnostic conforte la maturité de cette structure de référence en matière pédiatrique au Sénégal. L'hôpital Albert Royer va bientôt fêter 40 ans d'existence. À santé, toujours l'association sénégalaise de psychopathologie infanto-juvénile, en collaboration avec d'autres structures, a organisé une journée de consultation gratuite et de sensibilisation sur l'inclusion sociale. L'objectif est d'accompagner les enfants souffrant de déficiences intellectuelles dans leur insertion à l'école d'Amsila. Cette journée de consultation gratuite et de sensibilisation sur l'inclusion a pour objectif d'assister les élèves en échec scolaire ou présentant des troubles spécifiques pour leur réussite dans l'apprentissage. Ils sont les enfants qui ont entre guillemets des pathologies mentales comme les autistes, les enfants trisomiques, les enfants qui ont des déficiences intellectuelles entre autres. Ils ont du mal à intégrer l'école. Il y a des élèves qui ont des problèmes réellement de langage, de communication, de sociabilité et des problèmes psychomoteurs aussi. Donc on essaie de les intégrer. Dans un premier temps, c'était l'inclusion, mais nous avons dépassé l'intégration pour arriver à l'inclusion. L'Association sénégalaise psychopathologie infanto-juvénile, ASPIJ, en collaboration avec l'unité de pédopsychiatrie Kër Khaleyi de Fann, avec le soutien de la délégation Wallonie-Bruxelles, veut accompagner les enfants souffrant de déficiences intellectuelles pour qu'ils réussissent leur insertion dans le milieu scolaire. Beaucoup de ces enfants sont suffisamment intelligents, mais on a des enfants qui ont des troubles spécifiques, c'est-à-dire qu'ils ont une difficulté dans un domaine, alors que leur intelligence est tout à fait normale. Il suffit juste de trouver des moyens adaptés, de pédagogie, disons, adaptés à leurs difficultés pour qu'ils réussissent. Et cela implique effectivement qu'au niveau des systèmes d'évaluation, mettons au niveau des examens nationaux, on prenne aussi en compte leurs difficultés, leurs handicaps. Il y a des causes organiques, je ne veux pas détailler, il y a des causes psychologiques. Actuellement, il y a beaucoup de problèmes de langage dus au téléphone portable, je ne sais pas comment on le dit encore, les tablettes. Les enfants sont assez isolés. Autour d'eux, il n'y a pas beaucoup de stimulation. C'est des familles nucléaires où il y a papa, maman et la nounou. L'enfant est toute la journée devant la télé. Donc pour avoir un bon langage stimulé, il faut qu'il y ait, comme on le dit à Wolof, À l'heure actuelle, le CEFDI, Centre d'éducation et de formation pour les déficients intellectuels, est le seul établissement public habilité à les accueillir dans tout le Sénégal, d'où la nécessité de renforcer les compétences des formateurs et de démultiplier les centres dans le pays. Nous sommes particulièrement intéressés à soutenir les actions comme celle-ci, en ce qui concerne donc les enfants qui sont différents au niveau cognitif, au niveau mental. Parce que c'est aussi montrer de la visibilité, encourager les parents
à ce que leurs enfants puissent être soignés. Le ministère de l'Éducation nationale mène une véritable politique d'inclusion donc pour pouvoir prendre en charge tous les types de handicap pour que ces enfants qui sont gardés parfois dans les maisons ou bien qui sont dans la rue pour faire la mendicité soient ramenés à l'école pour pouvoir étudier et s'épanouir et aussi réussir dans leur vie. Ces journées de consultation gratuites et de sensibilisation sur l'inclusion scolaire des enfants porteurs d'handicap mental vont se poursuivre dans différentes localités du pays pour une meilleure prise en charge de ces enfants. Parlons à présent des PPP, partenariats publics-privés, car beaucoup ne le savent pas, mais ils peuvent être des alternatives pour des collectivités territoriales pour la réalisation de projets d'intérêt public. L'exemple du pôle mère-enfant et le centre de formation Forameka en sont la parfaite illustration. Tidiane Cissé. Le PPP, ou partenariat public-privé, c'est quand une structure de l'État confie une mission de service global à un privé. Aujourd'hui, une collectivité territoriale peut pousser la réflexion et envisager des projets de développement en mettant à contribution le secteur privé, en leur donnant l'opportunité d'utiliser leurs moyens techniques, financiers et matériels afin que cette structure, par exemple un stade qu'on veut construire, un hôpital qu'on veut construire, des logements qu'on veut construire, l'institution, la mairie n'a pas les moyens, mais à la caution institutionnelle peut aujourd'hui, dans le cadre d'un partenariat, permettre à un privé aujourd'hui de financer. Le centre de formation Forameka, le pôle mère-enfant de l'hôpital régional, des exemples de ce mode de partenariat ne manquent aujourd'hui pas dans la région de Tambacounda. Il y a beaucoup de souks et de cantines qui ont été construites le long de l'ancienne structure pour ne pas faire de publicité. Ça, c'est sur la base d'un peu de partenariat public-privé. Parce qu'il vous appelait, il vous dit, vous construisez, vous exploitez pendant un certain nombre d'années. Après, ça devient un bien de la mairie. Le Forameka, qui est aussi un partenariat public-privé, parce que c'était un immigré de retour et qui avait signé une convention avec le défunt conseil régional, Cheikh Abdoul Khadr Sissoko, pour installer cet outil ici à Tamba au profit des jeunes qui voudraient se former. Ça, c'est un partenariat public-privé. Il y a aussi le pôle mère-enfant de l'hôpital régional. C'est donc du gagnant-gagnant entre le privé et une structure de l'État qui bénéficie également à la population. Mais pour beaucoup, les élus locaux n'ont pas cette culture des PPP. Oui, c'est parce que malheureusement, tous les élus locaux ne s'y connaissent pas. Je l'ai dit tantôt, nous sommes des politiques. Nous ne sommes pas formés en la matière. Nous sollicitons même qu'il y ait des ateliers dans toutes les collectivités territoriales du Sénégal. De sensibilisation. De sensibilisation et de formation. Les élus locaux seront aptes à pouvoir faire face aux partenaires, négocier de très bonnes conventions, de très bons cahiers de charges au mieux des intérêts des populations. La plupart de nos maires, de nos présidents de département, ne s'entourent pas d'expertise nécessaire pour pouvoir aller dans ce sens. C'est pour renverser cette tendance que le Sénégal a adopté l'année dernière la nouvelle loi numéro 2021-23 de mars 2021 relative au contrat de PPP. Loi qui va permettre de moderniser et de rationaliser le régime juridique des PPP. Dans un tout autre domaine, un atelier de sensibilisation sur la loi uniforme relative aux infractions boursières au centre de l'UMOA s'est tenu à Dakar. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UMOA, devenu autorité des marchés financiers, a choisi le Sénégal pour accueillir la campagne de sensibilisation Ramataden. Le marché boursier joue un rôle important dans les économies des pays de l'UMOA, d'où l'importance pour les autorités des marchés financiers de se doter de cette loi uniforme. La loi, d'abord, par principe, vient mettre de l'ordre. Et la loi vient pour mettre de la confiance. Et le marché financier régional, c'est d'abord un instrument de confiance, c'est un instrument de transparence. C'est un levier de financement des économies. Il y a certains délits, il y a certains crimes économiques qui nécessitent plus de dissuasion. Et donc, au plan pénal, il faut y réfléchir peut-être à des peines privatives de liberté.
et également à des amendes. Pourquoi c'est une loi uniforme? C'est également parce que le marché financier régional est un marché communautaire, c'est un marché intégré. Et le marché financier est considéré comme un territoire unique. Donc quelqu'un qui opère sur le marché financier, il opère simultanément dans les 8 pays. C'est le 23 septembre 2021 que le Conseil des ministres de l'UMOA a adopté cette loi uniforme. Elle vise les infractions boursières sur le marché financier régional. Jusqu'ici, il y avait un vide juridique qui permettait aux délinquants de pouvoir naviguer comme ils voulaient. Aujourd'hui, il y a cette loi qui sanctionne certaines pratiques boursières. C'est une excellente chose. Ça va d'abord permettre aux États de mieux maîtriser les flux financiers, mais également aux bailleurs de fonds d'être mieux rassurés de l'évolution, en tout cas, du marché financier et monétaire de l'UEMOA pour pouvoir accepter d'investir dans nos pays. Le Sénégal mesure les enjeux de cette loi et s'honore d'accueillir la campagne de sensibilisation. En effet, au regard du rôle que joue ce marché dans le financement de nos économies et des mutations en cours, il était impératif de disposer de cet instrument juridique pour renforcer sa crédibilité, prévenir la délinquance financière et réprimer au besoin les contrevenants dans un contexte de recrudescence d'offres de placement sous diverses formes et bien souvent illusoires adressées aux populations. Après le Sénégal, la campagne de sensibilisation va se poursuivre dans les 7 autres pays membres de l'Union pour un large partage de la loi qui sécurise le marché financier régional. Les subventions et autres mesures de baisse des produits alimentaires, le budget solution tient son véritable sens. Avis d'un ancien parlementaire invité de l'émission Point de vue, Zator Mbaye explique les raisons pour lesquelles les députés doivent voter le budget. On l'écoute sur le plateau de Marning. Notre budget est un budget exceptionnel, est un budget, je peux dire, révolutionnaire, parce que le Sénégal va peut-être tirer son premier baril de pétrole. Et au-delà de ça, comme le président l'a dit, c'est un budget solution. Solution dans le sens des questions sociales, parce qu'aujourd'hui, le président a énormément fait dans les questions sociales, mais aujourd'hui, il faut encore, comme le disait l'autre, faire plus et mieux. L'une des raisons pour lesquelles on comprend toutes ces dotations importantes qui sont faites dans ce budget-là pour pouvoir atténuer fondamentalement le coût de la vie, parce qu'on a baissé les prix de certaines denrées de première nécessité. Oui. Il faut également comprendre qu'en baissant ces prix, c'est le gouvernement qui fait des subventions par rapport à ces prix-là. L'une des raisons pour lesquelles la majorité ou une grande partie du budget est redistribuée aux Sénégalais à travers la hausse des salaires, à travers la baisse de certaines taxes, mais aussi à travers, comme on l'a dit, la baisse des prix des denrées de première nécessité. Donc le gouvernement prend par la main gauche, mais redonne aux populations par la main droite, ce qui est quand même, pour moi, un point important qui devrait motiver l'ensemble des parlementaires. Rappelez que demain, le chef de l'État rencontre la communauté des Dara, une rencontre nationale qui verra la participation de délégations des 14 régions du Sénégal, des associations nationales, des maîtres coraniques, des familles religieuses, des mécènes et de plusieurs personnalités religieuses. Ce sera en direct sur la RTC, sur l'ensemble de ces chaînes régionales, ainsi que les supports et plateformes digitaux prises d'antenne 10h au Triangle Sud. Cette annonce met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous. À toi l'Africain.